café, il est bien chaud et qu'il est délicieux, on fait de bruit. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et on fait donner un applaudissement pour accueillir le commandant. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Salutations à DJ Abdel, le meilleur des DJ. On va le saluer. Ouais. Merci, vous êtes chaleureux. On va rapidement commencer cette émission parce qu'on sait que celui qu'on reçoit aujourd'hui a de l'étoffe. Mesdames et messieurs, qui vient nous rejoindre dans ce grand fauteuil. C'est un exercice redouté par certains, mais convoité par d'autres. Celui qui vient sans faux fuyant. Il a l'étoffe, comme je vous le disais tantôt. Il a du coffre, il a un parcours. Je voudrais confier la tâche de le présenter à mademoiselle Wendy. Bonjour Wendy. Bonjour. En forme ce matin? Oui, ça va. Oui, j'ai l'impression que ça dort un tout petit peu. Non, ça va? T'inquiète pas. Qui vient nous voir aujourd'hui? Notre invité du jour, on peut dire que c'est un homme élégant, raffiné, et je pourrais même dire c'est un bel homme, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, si vous me le permettez, bien évidemment. Alors, mais ce qui fait de lui cet homme emblématique, c'est son intelligence, sa finesse dans les affaires. Avant d'être l'homme politique, nous avons connu l'expert comptable, le professeur d'université, le travailleur acharné. Né le 11 septembre 1964 à Ouagadougou, fils de feu Xavier Kombouego, comptable, et de la maman catéchiste Félicité Ouedraogo, l'homme que nous accueillons ce jour est issu d'une famille de 10 enfants. Après un brillant parcours scolaire au Burkina Faso, il rejoint Paris pour son cycle doctoral et devient expert comptable. Amoureux de son pays, il rentre en 1993 et met son savoir au service de l'université de Ouagadougou où il enseignera pendant 20 ans. Je vous laisse donc imaginer ces milliers d'étudiants qu'il a contribué à former dans notre pays. Éternel bosseur et toujours à la recherche de la perfection et amoureux du don de soi, il se lance dans la politique et devient député du Congrès pour la démocratie et le progrès du Passoré. À peine 2 ans au Parlement, et tout bascule à la suite de l'insurrection populaire. Les choses s'enchaînent ensuite, car à la suite du push de 2015 plutôt, perpétré contre la transition, il est arrêté et inculpé pour complicité avec les putschistes. Après 4 mois et demi de détention, il est relâché et complètement blanchi de cette accusation. Au 7e congrès du CDP qui a eu lieu les 5 et 6 mai 2018, notre invité est brillamment propulsé à la tête du parti pour un mandat de 3 ans. Par ce récit, vous devinez aisément qui est notre invité. Et aujourd'hui, je demanderai à toi, Papus, et à tous tes chroniqueurs de les servir un café perlé. Le choix de ce café, car nous avons beaucoup à apprendre de l'homme, de l'expert comptable, du professeur et de l'homme politique. Voici pour vous, mesdames et messieurs, Monsieur Eddie Kombouego. Eddie Kombouego, un autre invité. Applaudissements encore. Ouais. Merci, vous êtes chaleureux.
Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Et celle qui a la tâche d'expliquer comment les choses vont se passer dans cette maison, je le disais tantôt, la ravissante Miss Ouattara. Bonjour mademoiselle. Bonjour, commandant. L'invité est là. Bonjour, monsieur Kombouego. Bonjour madame. Et bienvenue à l'émission Le Grand Café. Merci. Au cours de cette émission, il sera posé un ensemble de questions par les chroniqueurs ici présents. Et moi, j'aurai la tâche de vous remettre un joker lorsque vous voudrez éviter une question. Mais attention, vous n'avez droit qu'à 3 jokers. Mais je pense bien que vous n'en utiliserez pas. Sur ce, je compte sur vous pour que le café soit très bon et très chaud. Il n'est même pas encore servi. Applaudissements pour Miss Ouattara. Bonjour, monsieur Kombouego. Bonjour. Bienvenue. On est très honorés de cette invitation que vous avez acceptée. Nous sommes avec des étudiants de l'USTA et de l'IST. Il y en a qui sont dans la filière finance comptable, la filière par laquelle vous êtes passé pour être aujourd'hui l'expert comptable que vous êtes. Alors, pour commencer, il faut rappeler quand même, l'histoire dit que vous êtes né en 1964. 64, c'est 4 ans après les années d'indépendance quand même. Vous avez connu le premier président du Burkina Faso, en l'occurrence, monsieur Maurice Yamiego. Et puis, tous les présidents se sont succédés. Vous allez aller à l'école normalement comme les enfants de votre âge. C'est un manga que votre père vous envoie. Et puis, par la suite, c'est un Kologo. On se demande d'abord pourquoi le papa prend du plaisir à vous envoyer hors de Ouagadougou, la capitale. Non, c'est tout simple. J'ai d'abord fait l'école primaire jusqu'en CE1. Ouais. À l'école Samandé 1. Oui. Je suis né à la maternité Yenenga, donc j'habitais ici. Mais j'ai mon cousin, M. Abidou Dikebde, dont la mère est la jeune sœur de mon père, qui était devenu instituteur, nommé directeur d'une école de 3 classes. Il a souhaité nous encadrer. Et c'est pourquoi je suis allé, après mon frère aîné, Désiré Kombouego, qui est passé également par cette école, j'ai fait l'école de Louré, une école de 3 classes à Banga, Oui. où j'ai même promis de réaliser les 3 autres classes. On en parlera. Voilà. Et après, c'est donc Tinkodogo. Mais à un moment donné, monsieur Eddy, le petit Eddy ne veut pas continuer ses études à Tinkodogo. Donc, il trouve un stratagème. Du moins, il a pensé qu'il était bon de s'inscrire dans une toute autre école dans la capitale. Et c'est le LTO que vous choisissez. Là, sans l'avis de vos parents, vous partez, vous passez le test et vous réussissez. Au moment où le père se prépare à vous renvoyer à Tinkodogo parce que les vacances sont finies, vous lui dites, papa, moi je suis inscrit à Ouagadougou. Il dit, mais comment ça? Vous lui dites, non, dans une école technique, et j'ai déjà fait mon inscription, j'ai déjà passé mon test, et ça fonctionnait. Alors, le père, lui, ne va pas, il va lâcher prise, il vous laisse faire. C'est l'UT qui va vous accueillir après le bac. Et là-bas, vous décrochez vos premiers diplômes. Le Burkina Faso va envoyer des brillants étudiants à Paris, en Europe, en France précisément. Et vous faites partie des 4, des 5 qu'on va choisir parce que ça se mérite. C'est vos moyennes aussi qui font que vous êtes triés sur le volet. Là-bas, vous changez encore, finalement. Vous êtes un monsieur qui bouscule l'ordre des choses parce que vous voulez faire comptabilité. Vous allez poursuivre vos études jusqu'à décrocher le Graal. Mais pour tous ceux qui connaissent l'Europe, un bon étudiant doit parallèlement suivre ses études et travailler.
vous allez être pompiste. Voilà, celui qui va servir l'essence. Et comme ça, vous allez commencer à construire quelque chose dans votre tête. Parce que normalement, à votre retour, vous étiez prédit pour enseigner à l'université de Ouagadougou, ou du moins dans les écoles du Burkina Faso. Mais quand vous allez revenir avec un ordinateur, vous avez en tête de construire, de mettre votre entreprise en place. Vos amis viennent vous voir, bienvenue le Benguis. On vous dit, mais où sont nos cadeaux? Vous dites, ça est dans un conteneur, ça arrive. Un jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, le conteneur ne vient point. On comprend bien que là, ce monsieur-là, ce Benguis-là, il est venu qu'avec le parchemin. Et vous vous installez à votre propre compte. Racontons donc l'histoire de l'expert comptable qui s'installe dans un petit quartier de Ouagadougou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce salon, cette maison, est-ce qu'elle existe toujours? Bien sûr qu'elle existe. Ouais. Il faut dire qu'à l'époque, lorsqu'on était au CG, à l'école de Louré, le seul collège qui existait, c'était le collège de Tenkodou, le CG de Tenkodou. Et tous ceux qui venaient des Abré, Manga, Koupela, lorsque vous avez l'entrée en 6e, vous envoie au CG de Tenkodou. C'est pourquoi j'ai fait le CG de Tenkodou jusqu'en 3e. Et au moment où je disais, mais tout le monde est à Ouagadougou, moi je suis à Tenkodou, il faut que je regagne Ouagadougou. Et c'est la même année où nous avons eu le BPC, on transforme le CG en lycée. Et on nous dit de rester pour faire la seconde. Ouais. Et dans ma tête, je voulais revenir à Ouagadougou coûte que coûte. Et comme le papa savait que j'avais eu l'entrée en 6e, lui c'est pas... Ouais. Il n'a pas cherché à m'inscrire ici, il ne souhaitait même pas que je revienne ici. Alors je suis revenu à Ouagadougou, j'ai dit, ben, si je dois rester ici, il faut que je trouve une école. Et j'ai fait le tour des lycées, on dit, au lycée technique, il y a des concours pour y accéder, mais le cycle court, qui était le BEP, comptable, et le BEP, secrétariat. Je ne connaissais rien de tout cela, j'ai demandé, c'est quoi BEP comptable et BEP secrétariat? On m'a dit, écoutez, la comptabilité c'est pour les hommes, secrétariat c'est pour les femmes. J'ai dit, bon, inscrivez-moi pour faire le concours des hommes. Puisque vous regardez là, je ne suis pas une femme. Hein. C'est ainsi que j'ai fait le concours. Effectivement, j'étais le 50e sur 50 personnes. Ouais. Mais je crois que quand on a commencé, j'étais le premier de la classe. Et l'histoire continue. Nous avons terminé le BEP, j'ai regagné notre lycée dans le quartier Zorona pour faire le bac, et j'ai regagné l'unité de Ouagadougou. On est allé en France pour faire Paris 12, doctorat en gestion et revenir enseigner à l'université. Moi, j'avais été impressionné par un expert comptable qui était le tout premier, l'un des premiers, vous enseigner et en BEP et à l'UIT, je vais le nommer, Ouedraogo Paulin. J'ai dit non, je vais devenir expert comptable comme lui. Et je ne savais pas ce que ça veut dire. On m'a dit, tu as été comptable parce que ton père a été comptable. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire comptable quand j'ai rentré au lycée technique. Lorsque j'ai vu l'expert comptable Paulin, avec son gros sac, l'homme de dossier, c'était mon référent. Et on est allé à Paris, j'ai cherché à m'inscrire en expertise comptable. On a coupé la bourse. Notre directeur à l'UIT, c'était le regretté Cyril Boumonga. J'ai dit, mais vous coupez la bourse, vous voulez que je fasse comment? Et je me suis battu pour continuer. Ce n'est pas seulement qu'on puisse dans une station. J'ai commencé à être veilleur de nuit dans une hôtel. Voilà. Et le matin, il fallait servir le café. Et veiller la nuit et préparer le café pour les clients. Ouais. Et ensuite aller à l'école. Fort heureusement, à partir de 1h du matin, c'est fermé, on peut dormir un peu. Je me réveillais à 6h pour préparer tout cela. Ainsi de suite. Par la suite, je crois qu'il y a un Béninois qui travaillait dans mon quartier comme pompiste. Et moi, je travaillais dans son quartier comme veilleur de nuit. On prenait le même métro le matin. Il venait chez moi pour travailler et moi, je venais pour m'habiller pour repartir. Le soir, on reprenait le même métro et lui rentrait chez lui et puis on s'est parlé. Et comme ça, nous avons échangé le boulot. Je voulais travailler à côté de chez lui en étant veilleur de nuit et moi, chez moi, en étant pompiste.
Et un jour ou l'autre, les week-ends, les Français viennent laver leur voiture. Le directeur de l'école qui vient dire, il semble que ceux qui travaillent dans les stations, les étudiants, les Africains sont des étudiants. Est-ce vrai pour vous? Il dit oui. Quel niveau vous avez? Je dis, je vais terminer mon MSTCF, maîtrise en sciences techniques, comptables et financières. Il dit, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez me faire la preuve? Et la semaine qui suivait, je lui apporte le diplôme. Il me dit, est-ce que vous voulez être surveillant dans un lycée qui était juste derrière notre résidence universitaire? J'ai bien accepté. Il a vu mon patron, il m'a fait surveillant. Pendant 3 mois, l'enseignant de comptabilité a décidé, était béninois également, a décidé de rentrer. Il m'a proposé, est-ce que je peux prendre les cours de comptabilité? Voilà comment je suis devenu enseignant de comptabilité dans un lycée Saint-Gabriel à Paris, Fontenay-aux-Roses. J'en ai fait, et j'ai pris la classe de 22 personnes, il y a eu 20 admis. La deuxième année, j'ai repris la classe de terminale, il y avait 23, je pense, il y a eu 23 admis. 23 admis. Et puis, je venais également de terminer, je voulais rentrer, ils m'ont dit, restez, qu'est-ce que vous allez faire au Burkina? Je dis, c'est chez moi au Burkina, il faut que je rentre. Ils ont tout fait, mais je suis rentré. Voilà. Vous êtes rentré avec la valise bien faite? Je suis rentré, notre première activité, vous vous souviendra que en janvier 1994, il y a eu une dévaluation. Oui. Et la première activité, après avoir créé la société, le CAFECA, l'entreprise individuelle, c'était CAFECA sans A à la fin, cabine d'audit financier d'expertise comptable Comboigo, avec un seul cas. Oui. Nous avons eu la dévaluation et j'ai eu la chance de pouvoir organiser des séminaires sur la gestion de sociétés dans une situation de dévaluation de la monnaie. Les gains, les pertes de change, comment il fallait le comptabiliser, comment il fallait amortir. J'ai été approché par les parlementaires de l'époque pour pouvoir faire une loi et amortir les pertes de change. Et c'est ainsi que j'ai travaillé avec Boumounga Cyril à l'époque, le professeur Filga qui était fiscaliste, Kargoubou qui était un jeune, il était l'ancien DG de la chambre de commerce, je crois, maison de l'entreprise, et Koulibaly qui était au... Koulibaly, je ne sais plus comment il s'appelle encore. C'était votre premier gros marché? C'était un premier gros marché parce que... C'était quoi l'enveloppe? Non, mais j'étais parti jusqu'à 350 000 à l'époque. Par tête? Par tête. Et il y en avait combien? Plus d'une centaine. Plus d'une centaine, environ 35 et j'en ai recommencé 2 fois, et ce qui m'a donné un peu de ressources. Ouais. Et il y a 2 jeunes qui se m'ont rejoints. Un qui a fait FASEG, qui venait d'avoir sa maîtrise, et une dame qui a fait DUT. D'accord. Le salon était le bureau, et puis la chambre. Alors, ma chambre. parce que nous sommes avec des étudiants, quand même, il faut bien qu'ils comprennent votre parcours. Le salaire était fixé. Vous vous êtes fixé quoi comme salaire? À l'époque, en 1994, moi je prenais 50 000 et eux 25 000, 25 000. Applaudissements. Ouais. Il faut bien comprendre d'où les gens sont partis. C'est très important. Alors, Monsieur Comboigo, vous êtes donc devenu progressivement l'homme d'affaires et beaucoup de gens, finalement, derrière ce nom, on voit simplement l'homme d'affaires. On ne voit pas le politique. Avec mes chroniqueurs, on va parler de vous. On va parler de votre parcours au plan professionnel, donc de l'expert comptable que vous êtes. On va parler de Eddie aussi, l'homme politique, parce que c'est à la faveur quand même de l'insurrection que beaucoup commencent vraiment à mettre le mot politique à côté de votre nom. Et pourtant, en 2012 déjà, vous étiez sous la bannière CDP à l'Assemblée nationale, élu comme député dans le Passoiré. On va expliquer à tout le monde comment tout ça a fonctionné. Mais avant, je voudrais introduire mes chroniqueurs, M. Salif Akeman, pour commencer ce débat. Et indépendamment de ce monsieur qui vous voyez comme un référent, qu'est-ce qui vous fascinait dans la comptabilité pour que vous puissiez en faire un choix de carrière? Quand je suis revenu, Salif m'approche et disait, oui, bon, on était ensemble, il y a un problème au Burkina.
Burkina Faso et on a besoin de cadres pour les placer. Le président Blaise Compaoré souhaite qu'on place les cadres du Burkina dans des sociétés où le Burkina a des actions. C'était la BCAB. Et la convention qui liait le Burkina à la France disait que le Burkina occupait le poste de directeur financier et de directeur général adjoint. Il n'y en avait pas de cadre compétent pour occuper ces postes. Il est venu à la maison, il m'a regardé et dit, tu es encore dans ton célibatérium quand tu étais étudiant? J'ai dit oui. Où est ton bureau? J'ai dit, c'est la table et puis l'ordinateur et puis bon, ben. Ah non, arrête ça, on va te faire directeur financier. Tu vas m'envoyer ton dossier, je vais voir le président, on va vous chercher, on va vous nommer. Et puis ils vont accepter. J'ai dit non, Salif, j'ai décidé de rester expert comptable et je resterai là et je commence. Qu'est-ce que tu gagnes dans ça? 50 000? Je lui ai dit 50 000. Oh, non, tu vas gagner plus. J'ai dit non, je vais rester expert comptable. Et je suis resté expert comptable jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Hervé, on l'a. Oui, moi je vous appelle président, hein, parce que le président du CDP. Moi, c'est justement, je rebondis sur la dernière phrase. Vous êtes resté expert comptable. Mais le paradoxe, il est là. Expert comptable, généralement on dit que les experts comptables, c'est des personnalités très discrètes, la gestion parcimonique justement des ressources. Mais vous êtes un peu du genre, hein, un peu mature, un peu dépensif, et qui vise même généralement déjà la magistrature suprême. Est-ce qu'il n'y a pas une incompatibilité par rapport à ça? Le comptable, c'est généralement quelqu'un de très parcimonieux, très réservé, mais pour vous, vous êtes un peu expansif. Le luxe affiché. Vous affichez. En français facile. Pourquoi cette incompatibilité? En français facile, parce que nous on ne comprend pas bien français. Pourquoi donc justement cette incompatibilité? Vous êtes politicien, vous avez refusé à un moment donné de faire la politique parce que vous avez voulu être expert comptable. Maintenant vous êtes politicien, vous visez même la magistrature suprême. Je parle d'incompatibilité par rapport donc à cela. Pourquoi ce choix? Non, faire la politique, il n'y a pas d'incompatibilité avec la politique, l'expert comptable avec la politique. Maintenant, lorsque vous avez des postes politiques, vous êtes nommé ministre, vous ne pouvez plus exercer, vous demandez une suspension au niveau du tableau de l'ordre des experts comptables, des comptables agréés. On vous suspend. Mais comme vous le savez, je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais géré de fonds publics, je n'ai jamais occupé un poste public en dehors de ma planification pour qu'en 2012, je sois élu député dans le Passoré. Voyez-vous? Donc, j'ai toujours exercé et en continuant la politique en étant militant du CDP depuis 1996. Après la fusion de quelques partis pour créer le CDP en 1996, non en n'étant pas au front office, j'étais en back office. C'est pourquoi vous ne me voyez pas. C'est pas simple. Il y avait des géants de la politique, des gens qui ont participé à notre formation, qui ont suivi. Mais être politicien, ce n'est pas forcément être devant. On peut être actif en étant en back-office. Et je l'étais. Monsieur Kombouego, la question de Hervé, on la cache quelque chose quand même, de façon très directe. Monsieur Kombouego aime le luxe, il affiche le luxe. Est-ce que pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, est-ce que c'est pas incompatible? Voici la question. Voilà, parce que Eddy Kombouego rêve pour que tous les Burkinabés atteignent ce luxe-là et ce niveau de vie. Mais Eddy Kombouego évolue avec des référents. Je vous ai dit qu'il y a des référents. Lorsque j'étais étudiant en France, et j'ai commencé à travailler, j'étais l'une des premières personnes, ou l'un des premiers étudiants qui s'est acheté une voiture en état 12 rue Fessard. Parce qu'il fallait aller travailler. Et c'était quoi? Une Renault 6. On mettait les vitesses comme ça. Voilà. Et ensuite, on est passé une 504, parce qu'une 504, mon père avait une 504, c'est mon référent. Et puis ainsi de suite. Une Ford Escort. Au fur et à mesure que votre revenu augmente, vous vous dites, mais il faut aller de l'avant. Lorsque vous achetez un vélo et que vous dites que vous avez atteint votre objectif, mais vous n'aurez jamais la voiture.
Lorsque vous achetez un vélo, vous dites la prochaine étape, c'est d'avoir une motocyclette. Vous aurez la motocyclette si vous vous battez pour avoir la motocyclette. Lorsque vous achetez la motocyclette, vous dites, bon, la prochaine étape, c'est un véhicule, mais vous allez vous battre pour avoir le véhicule. Lorsque vous avez un véhicule, vous dites que c'est la fin. Dans les véhicules, il y a des catégories. La petite venant en mangeant, donc justement, vous voulez maintenant devenir président? Non, pas du tout. La notion de président, c'est une autre forme. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso, en étant un homme mûr, après avoir réalisé ce que vous avez réalisé au niveau de l'expertise comptable, en allant d'un célibatérium, construire un siège du cabinet sur Kwame Nkrumah, en passant par des appartements où vous avez loué, des villas où vous avez loué, mais c'est la même chose. En politique, on se donne des objectifs et on va. Nous avons eu l'insurrection en 2014. Le choix était de dire, est-ce qu'on abandonne ou on continue? S'il y a eu l'insurrection, c'est qu'il y a eu des raisons. Avec des camarades, nous avons fait un diagnostic pour comprendre pourquoi il y a eu cette insurrection. Se poser la question, on abandonne le CDP, on fera la part belle à tous ceux qui disaient, il faut balayer tous ces gens, il faut les nettoyer. Non, nous allons contribuer à maintenir une haine. Et je me suis levé et dit, avant que je ne parle, il faut d'abord que je fasse le vide dans ma tête. Je suis un pieux croyant, je suis allé en Israël pour prier et retrouver les forces. Parce que moi qui n'ai jamais géré de fonds publics, moi qui n'ai jamais occupé de poste public, j'ai jamais été ministre, je vois ma maison brûler avec tous les souvenirs. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé en Israël prier. J'étais au Mont des Oliviers, lorsque je suis rentré, j'ai prié, je suis ressorti, mon téléphone a sonné. On m'a dit, Eddie, il y a les étudiants de la faculté de droit, des faits de droit, ils sont venus nettoyer ta maison. Là, j'ai eu la chair de poule. Je suis reparti, imaginez. J'ai demandé au prêtre de me bénir, parce qu'il vient de se passer quelque chose. Je suis reparti, j'ai attrapé l'un des oliviers, mes larmes ont coulé. J'ai dit, une inspiration, tu ne dois pas laisser tomber ton pays. Il faut repartir. Avec les camarades, on va se battre. On est revenu, on s'est battu. Il y avait quelques groupes également, d'anciens cadres du CDP, qui se réunissaient pour relancer le parti. Nous avons fusionné, nous avons travaillé à relancer le parti. Mais il y a eu un push entre-temps, vous avez fui après, vous êtes revenu. Non, enfin, quand vous le présentez de cette manière... Oui, bien sûr, c'est ce qu'on a dit, vous avez fui. Vous savez, en 2015, peut-être que si vous aviez écouté les militaires, on ne vivrait pas ce qu'on vit aujourd'hui de sécurité. Ou peut-être moi j'ai eu la chance d'avoir fait, la chance d'avoir fait 4 mois, 8 jours avec eux en prison. Je les ai écoutés. Ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient à la frontière et les menaces terroristes. On ne prend pas 1300 personnes pour assurer la sécurité d'un individu, président soit-il. Le RSP avait une autre fonction, c'est d'assurer la sécurité dans la discrétion, mais dans le renseignement. Ils savaient qu'il y avait des menaces. Peut-être que le jour viendra, comme on demande la réconciliation, oui. Les autres vont parler, je continue. Non, vous avez fui, voilà. Moi, je voulais savoir pourquoi vous avez fui. Je n'ai pas fui. Okay. Lorsque s'est passé le coup d'État, les gens, les Burkinabés m'ont cherché. Ils ne m'ont pas retrouvé à la maison. Ils sont venus au bureau, ils ne m'ont pas retrouvé. Ils sont allés à la maison. Ils ont voulu agresser ma mère. Il a fallu casser le mur du voisin pour récupérer ma mère. Mon frère aîné Désiré m'a appelé, il m'a dit, Eddie, ça ne va vraiment pas pour maman. Il dit, ah, si c'est maman, excuse-moi. Je ne peux pas laisser faire. C'est tout simple. Je suis 4e fils d'une famille de 10 enfants. J'ai instruit mon épouse de récupérer et mon dernier fils et sa mère, qui pouvait également subir des attaques, et ma mère, et de prendre le premier avion, de quitter le pays, et d'aller n'importe où
dans la sous-région. J'ai des amis, j'ai des confrères, ils ont accueilli. La direction où ils sont partis, c'était le Bénin. Et bien voilà, ils sont arrivés au Bénin. Il se trouve que mes amis, le président Talon et son ami Mathieu Adjovi et Armand, qui est un de mes amis expert comptable, qui est proche, un conseiller proche du Talon, et aussi ils avaient eu des problèmes et ils se sont retrouvés en France. Ils m'ont dit, j'ai appelé Mathieu Adjovi qui dit, ok, on va accueillir ta maman, la maison est vide, nous aussi on est passé par des bateaux pour quitter, mais si elle veut y rester, elle est restée. J'ai quitté le pays parce que ça n'allait vraiment pas. Mais vos chiens, on a tué vos chiens. Attendez, j'arrive, vous allez avoir des chiens, les histoires de chiens. Je suis allé, je suis resté. Au moment où on disait que j'étais au Canada, aux États-Unis, j'étais nulle part au Bénin. Au Bénin, j'ai cherché une clinique pour les soins de ma mère. Ça n'a pas marché. Je l'ai amené à Dakar. J'ai demandé à Abidjan ou Dakar pour trouver le plateau à Dakar. Je l'ai amené chez un cousin qui travaille à la BCAO. Elle y est restée. Elle a retrouvé les soins avant qu'elle ne rentre. Mais il fallait suivre encore. Je l'ai ramenée au Canada pour faire une intervention et ça a bien marché. Mais avant le Canada, quand elle est rentrée, j'ai dit, elle est rentrée. Je n'ai rien à foutre au Bénin. Je suis rentré. Le lendemain, on est venu me les chercher. Je suis allé moi-même, ils ont donné une convocation. Je suis allé moi-même devant les gendarmes. Les gendarmes disent, on ne sait même pas pourquoi on vous a appelé ici. Nous-mêmes, on ne sait pas. C'était un samedi. Et ils m'ont retenu. Pour passer le week-end. Et j'ai passé le week-end avec eux. Ouais. Ils m'ont dit, on va vous mettre dans un hôtel 5 étoiles, là où il y avait le général Bassolé. Oui. Ils m'ont gardé là-bas. Et le lundi, ils m'ont mis devant les juges. Les juges militaires ont refusé de m'inculper parce que le dossier était vide. Ils ont trouvé un juge civil qui a bien voulu qu'il y ait une main de mes anciens étudiants qui m'a inculpé. Il faisait son travail, c'est bien. Non, on n'inculpe pas quelqu'un quand on n'a pas de preuves. Mais c'est quoi le motif? On vous a Non, on m'a inculpé sur avoir assisté le général Guéguéré à faire un putsch. Et lorsque vous dites cela, il y a les conséquences. Tout simplement, complicité à destruction de biens publics, assassinat, il y a tout ce soir. Moi, je n'ai pas vu avec une arme. Là. Ils ont lié 6. Et si vous voyez comment ça a été inculpé, le gars n'avait aucun dossier. Il a appelé le greffier. Le greffier allume l'ordinateur. Il allume l'ordinateur. Bon, qu'est-ce qu'on met? Il dit, mais comment ça? Qu'est-ce qu'on met? Il a amené mes avocats. J'ai amené mon ami Maître Copio qui était là. Il dit, ne parle pas. Il commence à égrener les chefs d'inculpation. Au bout de 6, le chef dit, ça suffit, non? Oui, ça suffit, on va rester comme ça. Vous voyez? Et la loi dit que lorsque vous inculpez quelqu'un, on se lève pour partir, non, c'est pas fini, on va vous déférer à la MACA. C'est pas grave. Et mon avocat me dit, il a le droit. Maintenant, à l'audition, au fond, on doit vous servir les faits qui font qu'on vous a inculpé. Je suis resté à la MACA pendant 3 mois. Il n'y avait rien. Tous ceux qui sont venus après ont été entendus au fond, sauf moi, parce qu'ils n'avaient rien. Et là, mes avocats ont tendu un piège au tribunal en disant, on demande sa liberté provisoire. Ils savaient qu'ils allaient refuser et qu'ils allaient dire qu'il n'a pas été entendu au fond. Et c'était la même chose, ils sont revenus me dire, ils sont tombés dans notre piège, nous allons faire appel. Ils ont fait appel à la chambre de contrôle. La chambre de contrôle leur a dit, mais vous pouvez garder quelqu'un en prison pendant 3 mois et demi cette fois-ci, et vous ne pouvez pas. Vous ne le libérez pas. Vous n'entendez pas au fond. Ah, il n'a pas été entendu au fond. Pourquoi vous ne l'avez pas entendu au fond? Il n'y avait pas de question. Je vous instruis de l'entendre au fond. Et mes avocats disent, le dossier est vide. Il n'y a que le seul papier, on a dit qu'il est inculpé pour ceci, cela. Il y a une salle où on a demandé à tous ceux qui ont des preuves de venir. Bon, personne n'est venu donner ses preuves. Personne n'est venu. Au bout de 2 semaines, la chambre de contrôle a vérifié que le dossier était vide. Il nous a convoqués, m'a donné la liberté provisoire.
j'ai vu qu'il y a certains qui sont sortis pour aller manifester devant le tribunal civil. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus au tribunal militaire pour demander de me ramener en prison. Mais à ces personnes-là, plus tard, j'ai pu échanger, puis je leur ai dit, le jour où vous allez gagner la prison, là, vous allez savoir que vous allez avoir une liberté provisoire, vous allez prier Dieu. Il s'agit de Safiatou Lopez pour ne pas la nommer. Et effectivement, il a eu. Et le lendemain de ma visite, elle aussi, elle est repartie. Le lendemain de ma visite, on est venu la chercher. Regardez, Dieu sait faire les choses. J'ai fait 4 mois, 8 jours en prison. Safiatou Lopez a fait 4 mois, 8 jours en prison. Incroyable. Alors, les chiens. Moi, je vais... Bon, maintenant, les chiens. Vous savez, les chiens, c'est vrai. J'aime les chiens, j'aime les animaux. J'ai une ferme. J'élève des bœufs, des poulets. J'ai échoué dans cela parce qu'il faut une attention particulière. Mais les chiens, c'est des compagnons. Mais les chiens étaient une activité pour moi d'avoir des revenus et de faire des actions sociales comme j'aime le faire. Vous prenez une chienne, elle me bat 2 fois par an. Et les chiens de race, c'est entre 8 et 10. Et j'avais 6 couples dans la maison. Alors, si vous prenez 10 chiens, vous vendez en moyenne entre 200 et 300 000. Une personne de 2 millions. 200 000. Donc, si vous arrivez à sauver les 10 têtes, vous avez 2 millions. Par 6, vous avez 12 millions. Et si elle me bat 2 fois, multiplié par 2, vous avez 24 millions. Leur alimentation ne dépasse pas 3 millions. Et comme ça, j'arrive à faire des fourrages et acheter des médicaments. J'ai coaché des gens aujourd'hui, des jeunes, qui font l'élevage des chiens. J'en ai encore une ferme de chiens à couvrir. Chez moi également. Si vous arrivez, je pense actuellement que j'ai 7 askiers dans ma maison. Et je continue d'élever. Alors, ceux qui sont venus chez moi, et 7 askiers qui ont mis bas. Si je mets ça sur les réseaux sociaux, parfois même les gens se précipitent et puis je monte les enchères. Je dis, bon, c'est plus 200 000, c'est 300 000, c'est plus 300 000, c'est 400 000, c'est plus 400 000, c'est 500 000. Et ils achètent. Je n'ai pas besoin de cet argent pour vivre. J'ai besoin de cet argent pour faire des œuvres sociales. Ceux qui sont venus dans ma maison pour brûler la maison, ils sont rentrés dans la maison. Ils ont ouvert le frigo, ils ont sorti la viande crue, ils ont jeté, ils ont filmé en disant, ils nourrissent ces animaux par des poulets. Mais s'il y avait les chiens manger les poulets crus, ils n'allaient pas trouver dans leur cage. Ils ne mangent pas de poulet, ils mangent des coquettes. C'est comme tout élevage que vous faites. Et c'est également des chiens qui auraient pu, d'autres étaient dressés. Lorsque j'étais à la gendarmerie, on a dit qu'ils sont à la maison. Il y en a qui ont dit on libère les chiens. J'ai dit non, ne libérez pas les chiens, parce que j'ai fait des dégâts. Ne libérez surtout pas les chiens. Les chiots, il y en a qui ont ramassé, ils sont partis, ils ont ramené par la suite. Et puis j'ai revendu mes chiens. Monsieur Combrigo, on va fermer cette parenthèse. Parlons un peu culture quand même, pour donner un peu de respiration à ce café. Vos temps de distraction, est-ce qu'il vous arrive d'aller regarder un concert, un film, une pièce théâtrale? Est-ce que ça vous arrive? Ça m'est arrivé dans les années 90. Wow. Bon, c'est la bagarre avec madame, elle aime le cinéma. 20 ans, hein? Oui, c'est vrai. D'accord. Moi, j'aime pas. Voilà. Et la musique. Alors, la musique, j'aime un peu. Je venais chez moi, j'ai acheté une grosse télé pour que madame ne me dise pas on a qu'à aller au cinéma. Bon. D'accord. Alors, mais la musique, j'écoute les artistes, j'en connais des nationaux, j'en connais des nationaux, je peux vous faire une petite démonstration si vous voulez. D'accord, c'est pour tout à l'heure. Alors, petite colle, la toute dernière édition des Koundé, qui a remporté le trophée, le plus grand trophée. Le Koundé d'or. Le Koundé d'or, c'est... Comment il s'appelle encore? Le Rasta. Hein?
un peu... Floby, non, je crois, Floby, voilà. Pseudo. Alors, c'était donc souvent, on se pose la question de savoir, y a-t-il un calcul des politiciens quand il s'agit de parler de la culture, ou est-ce vraiment dans le fond, vous pensez une politique culturelle pour les artistes burkinabés? Bien sûr, vous savez que la culture est une industrie. C'est parce que nous n'en avons pas ici. Et tous ceux qui réussissent sont des acteurs de la culture, peuvent gagner leur vie. Nous avons à peu près 20 millions d'habitants au Burkina, mais on n'a pas suffisamment de revenus pour acheter. Pourquoi les gens sont tentés d'aller développer leur culture? Parce qu'il y a un marché de la culture pour en construire au Burkina. Nous avons fait le CIAO, nous avons fait la Semaine nationale de la culture, mais leur vision n'est pas la même. Parce qu'ils ont une vision restrictive. Montrons ce que nous avons, mais nous ne développons pas ce que nous avons. Il faut développer. Il faut développer la culture. Je connais les débuts de Floby, parce qu'il est venu chez moi pour l'une des quand à ses débuts. Il a chanté dans ma cour. Je lui ai donné 200 000. Je pense que... Ouais, maintenant, ça coûte un peu plus que ça. Il était 10 fois plus que ça. Il était plus que ça. Ouais. Voilà un garçon qui a beaucoup évolué, qui a marché, mais qui a beaucoup évolué. Mais dans le domaine de la culture, malheureusement, on ne donne pas suffisamment de moyens pour développer la culture. Donc, il y a des niches d'argent pour développer la culture. J'ai vu le ministre de la Culture, lui également c'est mon ancien étudiant, Sango, qui dit aux musiciens que ça ne marche pas, fermer les choses. Non. Bon, je crois que lui, c'est une manière de parler. Il faut travailler et encadrer les gens de la culture. Lorsqu'on sort un morceau, ça demande des fonds pour lancer, pour que les gens puissent acheter. Ce n'est pas organisé. Vous allez en Europe, par exemple, un musicien qui sort ce morceau, vous allez voir pendant 3 mois, toutes les radios, les télés, partout, vous allez vous entendre le même son, au point où vous êtes tenté d'aller acheter. Ici, ce n'est pas le cas. La culture ne se limite pas à la musique. À la musique. Parlons du Faso d'Anfani, puisque ça a été un des studios aussi. Oui, là également, c'est restrictif. Oui. Les pro-sankaristes disent qu'il faut se mettre en traditionnel. C'est vrai. C'est le coton du Burkina. Mais vous ne savez pas peut-être que la veste que vous portez, c'est le coton du Burkina. Oui, peut-être. Vous ne le savez pas. Peut-être. Mais faisons en sorte que la production du coton puisse rapporter au Burkina. Qu'on ne le vende pas en l'état, égrené et le coton brut. Il y a un cycle de transformation de ce coton. Des cycles assez longs qui créent la valeur ajoutée, qui constituent la croissance. Mais si on vend le coton brut, c'est d'autres industries que vous galvanisez à l'Europe et vous rachetez le produit fini. Peut-être que dans votre tenue, il y a 5 ou 10% du coton que vous avez acheté. Mais ça nourrit des industries de transformation en Europe, en Asie ou en Amérique. Pourquoi on ne le fait pas localement? Nous avons une seule unité de fil, Filsa. Mais quand vous regardez le grainage, il y a plusieurs catégories de fils. Des fins, des gros grains. Aujourd'hui, la vision du Burkina, c'est de dire, porter du Faso d'Anfani, tissé par nos artisans, parce qu'on va leur donner des sous. Pourquoi on ne transforme pas nos artisans en industriels? Et dans notre vision, et je vous le dis, que nous allons révolutionner le domaine du coton, du Faso d'Anfani. Oui, moi je voudrais revenir sur la culture. En ce qui vous concerne personnellement, hein, Monsieur Kombo-Hugo, est-ce que vous n'utilisez pas la culture, notamment les jeunes, la jeunesse, à vos fins politiques? On vous voit tout le temps vous afficher en tant que parrain. Est-ce que vous n'utilisez pas justement ces jeunes, ou bien la culture, pour justement assouvir vos fins politiques? Je ne sais pas si vous avez lu un peu le livre de Bilgo. Il a manqué une chose, et la responsabilité nous revient à tous dans l'enseignement. Pour avoir été enseignant, nous avons mis depuis les années 80 l'accent sur le volume et non sur la qualité.
On a instruit des gens. On a scolarisé des gens. Sans nous soucier de ce qu'ils deviendront plus tard. Aujourd'hui, vous avez dit que c'est l'USTA et l'IST qui forment autant de personnes. Qu'est-ce qu'ils sont plus tard? Quel est le contenu? Qu'est-ce que notre économie, l'économie burkinabé a besoin? Il faut adapter notre formation. Il ne s'agit pas d'envoyer beaucoup de gens à l'USTA ou à l'IST. Nous avons plus de 10 millions de cycles de motos. Nous n'avons aucune unité qui fabrique quoi que ce soit, même pas un rayon. Tout cela se commande. Si je vous dis que ces jeunes, je suis proche d'eux parce que je pleure à moi-même. Et je sais que leur formation n'aboutit pas à des emplois, ne leur permet pas de s'auto-employer. Ils ont perdu l'espoir en eux parce qu'on n'a pas cultivé l'envie de s'auto-gérer. Ils se forment, demain, trouvez-moi de l'emploi. Tous les jours qui se passent, je reçois un coup de fil ou plusieurs coups de fil pour dire aidez mon fils à avoir de l'emploi. Et ce fils-là peut s'auto-employer. Ce fils-là n'a même pas besoin de faire un cycle pour aller faire bac plus 5 pour avoir de l'emploi. Et quel est le revenu encore? Celui qui vend les poulets au bord de la route peut gagner plus qu'un fonctionnaire. Et gagne plus qu'un fonctionnaire. Pour peu qu'il vende 10 à 100 poulets par jour et qu'il fasse une marge de 500. Si vous prenez un vendeur de poulets de 100 poulets par jour, en 99, on avait estimé à 66 000 poulets tués à Ouagadougou. Donc aujourd'hui, 99 est parti de 66 000. Aujourd'hui, il faut tirer vers le million de poulets par jour. C'est une niche d'argent. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Mais c'est justement, vous les donnez ces financements, nous les formons, nous souhaitons qu'ils y arrivent. Vous prenez un seul qui fait 100 poulets par jour avec une marge de 500. Ça fait combien? Ça fait 50 000 par jour. En 10 jours, il a 500 000. Est-ce que vous les aidez financièrement? Vous les aidez, vous leur donnez l'argent justement pour monter ce projet? Il faut que vous enleviez de votre tête, on va les aider. Parce que vous cultivez ce que les sankaristes disent. L'aide qui développe, qui tue l'aide. Oui, c'est ce que je souhaite. Quand on commence petit, on grandit. Si moi je m'attendais à ce qu'on dise, ben tiens, Eddie, voilà, on vient t'aider pour que tu deviennes DAF ou de la BCAB ou je sais pas, DGA, je sais que je ne peux pas dépasser DGA, la BCAB, je ne serai pas là où je suis. C'est un choix. Il faut leur apprendre à créer des emplois eux-mêmes, à s'auto-employer et à développer. On ne devient pas riche en étant travailleur pour autrui. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas être le patron, l'entrepreneur. C'est vrai, c'est bien, c'est l'idéal. Mais si tout le monde devient patron, finalement, qui travaille pour qui? Parce que c'est bien de réformer l'éducation, de former des étudiants ou en tout cas les futurs cadres qui seront à même de trouver des solutions à nos réalités, plutôt que de rentrer dans un cursus peut-être vieux de 30 ans, 40 ans qui n'est plus adapté à nos réalités. C'est bien comme le demande Bilbo dans son bouquin. Mais en même temps, de la même manière qu'on dit aux gens de penser à s'auto-employer, c'est de cette même manière on doit apprendre aux gens à être les plus performants possibles, peu importe le domaine dans lequel ils se lancent. Vous avez tout à fait raison. La qualité. Vous avez tout à fait raison. Mais il faut d'abord un début. Quelles sont les sociétés burkinabées? Quelles sont les unités industrielles avec capitaux nationaux? Faites le point. Il n'y en a pas. Il y en a peu. Je connais l'histoire de ce pays pour avoir été conseil de l'ensemble de ses opérateurs économiques. Je prends un exemple. Kadhafi, qui est président de la Chambre de commerce. En 1994, il avait des problèmes avec ses taxis. Bon, ça fait l'un de mes premiers marchés. Nous l'avons aidé à gérer les taxis. Mais les Burkinabés n'aiment pas les taxis, ils veulent des motos. À un moment donné, il faut faire un choix. On continue, on échoue, ou on laisse faire. CFAO est parti parce que le coût de CFAO ne peut pas suivre le coût des Chinois. Avec une moto de 2,5 millions, alors qu'on peut trouver une moto à 300 000. Le regretté Pat Ouedraogo est venu dans les années 86 et dit que je vais révolutionner le monde des motos au Burkina Faso. Il l'a fait. Moins cher. Malheureusement, aujourd'hui, il monte les motos. Vous prenez un gars comme Inoussa Kanazoué, il était
par cœur, ou Kwanda par cœur à Rodoko. Ils ont commencé à vendre le ciment parce qu'il y a là qui vendait du ciment à côté, qui a déménagé et qu'ils allaient montrer, chercher le ciment et ainsi de suite. Après, ils ont pris un lot, ils ont déposé au même coin pour vendre. Aujourd'hui, ce sont des cimentiers. Vous prenez un gars comme Nassa, il a commencé à vendre des pièces détachées. Il est devenu un banquier. Dans les années 90, on a dit qu'aucun Africain ne peut constituer une banque. Aujourd'hui, les Africains ont montré qu'ils ont la maîtrise, ils ont le savoir et le savoir-faire pour gérer des banques. On ne peut que créer des freins en créant en allant légiférer sur BAL 2, BAL 3 qui n'ont absolument rien à voir avec notre pays pour limiter le moins d'action. Mais admettez quand même que vous avez été soutenu par les anciens pères, les anciens membres du CDP qui avaient le pouvoir. Vous avez quand même été soutenu par eux. C'est grâce à eux que vous êtes venus aux affaires. Vous savez pourquoi j'ai des problèmes au CDP? Parce que je n'ai jamais eu quelque chose cadeau. J'ai toujours compétit. Et ceux qui ne me connaissent pas ne savent pas que je suis un compétiteur. Et lorsqu'ils me voient, ils disent c'est le bluffeur, celui qui a les belles voitures, donc ils s'affrontent, ils se rendent compte qu'ils vont perdre. Qui aiment les femmes aussi. Qui aiment les femmes aussi. Non. C'est ce qu'on dit également. J'ai une femme, j'ai 3 garçons, je m'en contente là. Applaudissements. Droit dans les yeux de Lorraine. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Et moi, ma rubrique est très simple, M. Comboego. Je vais vous poser 10 questions et vous devez répondre par vérité ou mensonge, sans commenter. Vous êtes prêts? Ouais. On y va? On y va. Ok. Il se dit que toutes les grandes décisions concernant le CDP sont prises avec l'accord du président, de l'ex-président, M. Blaise Compaoré. Vrai. C'est vrai? Toujours? Vérité alors? On le consulte. Vérité alors? Vérité. Ok. Le président Comboego aurait affirmé pouvoir éradiquer le terrorisme en 6 mois, si jamais il est élu président. Moins que ça d'ailleurs. Mensonge ou vérité? Vérité. Ok. Regardez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous auriez affirmé que vos opposants seraient à la base du pillage et de l'incendie de votre maison pendant l'insurrection. Vérité. Vérité. Ok. Le président serait un Ceux qui dirigent actuellement. On ne commande pas, monsieur. Vous avez dit que c'est vrai, donc c'est fini. Le président serait un fervent chrétien qui ne manque aucune messe du dimanche. Pas vrai. C'est pas vrai? Mensonge alors? Mensonge. Okay. Vous auriez perçu les 30 millions de Canal Plus suite à votre plainte contre eux. Les 30 millions de Canal Plus. Non, c'est 3 milliards 500. Ok. Donc c'est mensonge alors? Mensonge. C'est mensonge. Okay. Mais vous avez perçu l'argent quand même? J'ai perçu une partie. Ok, merci. Le président serait un grand collectionneur de voitures de luxe à hauteur de centaines de millions. Non, pas collectionneur. Vrai ou faux, monsieur? Mensonge ou vérité? Faux. Mensonge alors? Mensonge. Okay. Suite à votre incarcération à la MACA, vous avez affirmé avoir été maltraité et pas respecté. Pas vrai. Mensonge alors? Mensonge. Le président était très déçu des propos tenus dans le livre
de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo à l'encontre de regretter Thomas Sankara. Pas vrai. Vous étiez content alors? Pas du tout. Vous seriez prêt à quitter le CDP si jamais l'ex-président Blaise Compaoré vous impose un autre candidat que vous? Ce n'est pas de son devoir. Il reste. Mensonge, je dis. Non, il ne peut pas, parce que c'est pas son devoir. C'est mensonge alors? Non, c'est-à-dire Blaise. Il n'y a pas de c'est-à-dire, monsieur Kombrego. Mensonge, vérité. Blaise Compaoré n'a pas le droit d'imposer un candidat. Mensonge, ou bien vous prenez un joker, monsieur Kombrego? Mensonge. Ok, mensonge alors. D'accord. On raconte que chacun de vos enfants, les deux plus jeunes, disons-le, reçoivent 10 millions de vous chaque mois pour vivre la belle vie qu'on voit sur les réseaux sociaux. Mensonge. Mensonge. Ok. Vous auriez donné 15 millions à l'artiste Serge Beno pour chanter votre nom dans sa dernière chanson là. Mensonge. Certain. C'est tout, monsieur Kombrego. Merci beaucoup. Merci. Un bol d'oxygène à cette émission. L'homme s'appelle Patrick Cabré. Avec lui, la musique est très épurée. Mais c'est le garçon aussi qui a compris que pour construire la carrière, il faut beaucoup de patience. Il a pris le temps sur environ 5 ans. Il a travaillé son répertoire. Mesdames et messieurs, pour faire plaisir à ce charmant public du café, je voudrais qu'on applaudisse très fort Patrick Cabré. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Applaudissements. Patrick Cabré. Alors, Patrick, tu restes juste au micro. Merci d'être venu. Merci à vous. Cette prestation. Avant de demander à M. Hervé, à Salif de réagir, alors, pour un jeune comme toi, quand on voit tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de musique, cette musique fast food, où la batterie est très accélérée, on est sur des beats juste pour danser, et qu'on te voit proposer ce genre de musique, finalement, on se demande, est-ce que c'est pas un choix courageux? Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une réponse, mais à la fois aussi, c'est un choix complètement qui est de tracer un peu son chemin comme ça avec des histoires et de se dire qu'il faut que tout existe, que ce soit aussi ce style qu'on voit maintenant, que je respecte beaucoup, mais il faudra aussi qu'il y ait la promotion de ce qu'on est en train de faire pour que ça disparaisse pas, sinon il n'y aura pas d'histoire demain. Alors, vous êtes en train de dire que ceux qui ont la responsabilité de promouvoir la musique font le choix de ne pas diffuser ce genre de musique. Ça, je sais pas parce que je maîtrise pas en fait, les plateformes de diffusion. Pour moi, en fait, pour nous, notre rôle, c'est déjà d'exister. Et ce qui doit faire la suite, Depuis voilà. un certain temps, on ne voit plus Patrick au pays. Patrick vit où en ce moment?
Alors, je vis au Burkina Faso, ça c'est très sûr. Et j'ai même un centre où il y a des salles de répète, salles de spectacles alternatifs. Et j'ai même fait un festival qui s'appelle Salon Musique, qui est de promouvoir en fait les musiques acoustiques, les musiques un peu de proximité, de création, pour travailler le socle, un peu tout ce qu'il y a de plus profond avant que ça sorte. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ben, il y a l'album qui va sortir bientôt, un album sous la direction artistique de Blick Bassi, Gérald Toto, et qu'on est en train de préparer. Là, on est déjà à 90% du travail. Je repars en mars à Paris pour terminer les prises de voix, prises de guitare. Et je pense que l'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui citer tant au Burkina Faso qu'ailleurs, en nous citant, quoi, parce qu'il faut qu'on travaille pour être compétitif. Merci. Applaudissements pour Patrick. Salut à Clément. Ouais, quand on a commencé les premières notes de cette musique, senti toute la salle, ils se sont demandé, mais c'est quoi ça comme musique? Bon, en même temps, c'est normal. C'est normal parce que la musique, c'est un peu comme la restauration. Il y en a qui font le choix de la restauration rapide, les fast-food. Vous constaterez que ça sort vite. Il y a plein de gens toujours devant. Et puis, il y en a qui font des choix... de la gastronomie. La gastronomie, qui reprend à des choix pointus et des standards très élevés. Raffinés. Le monsieur Patrick Cabré a fait ce choix-là. Et il fait ce que lui-même, il appelle la musique bio. Qui dit bio, dit standard élevé, et dit musique plus ou moins élitiste. Sans José. Monsieur, voilà. Oui, moi, je voulais plutôt faire un témoignage à l'endroit des jeunes. Je voulais le faire vraiment en sa présence, hein, parce qu'il y a 15 ans, il a pratiquement versé les larmes devant moi au Rendogo. Il n'avait pratiquement rien, il n'arrivait pas à manger 3 fois par jour. On était en train de partager un coca. Il s'est approché vers moi. Il m'a 2 dit, fois par jour déjà, c'est pas mal. Il m'a dit, grand frère, quand tu vois les gens manger, lui ne mangeait pas. Tous les soirs, tous les jours, il était au Rendogo pour répéter. 15 ans après, il fait le tour du monde. C'est la persévérance pour ça. Il a fait des doublures avec Bila Kakora. Il a même fait des doublures de chœur avec Flobi. Maintenant, le voilà qui fait le tour du monde. Je pense que c'est ça, l'exemple. Quand je le vois maintenant, je suis fier de ce garçon. Merci. Très fier de lui. Monsieur Kombouego, vous l'avez écouté. Excellent. C'est une musique moins écoutée par nos sociétés que par l'Europe. Je suis sûr que vous allez avoir une carrière internationale accomplie. Merci Patrick. Merci beaucoup. À bientôt. Merci d'être passé. À propos de Monsieur Kombouego, notre invité d'aujourd'hui, il y a quand même un témoignage très fort. Alors, nous avons ce concept, cette émission télé qui a commencé à rentrer maintenant dans nos habitudes parce que ce concept célèbre les élèves et étudiants excellents. Donc, l'émission s'appelle TH, vous la connaissez tous. Un jour, nous avons vu un jeune homme en classe de première qui a nommément cité M. Eddy Kombouego comme étant une référence, un modèle pour lui. C'est créé donc la magie, le contact s'est opéré et ce garçon a été donc recontacté par M. Eddy Kombouego. Il est dans cette salle, il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Monsieur s'appelle Konkobo Rovial. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Monsieur Rovial, mettez-vous debout s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Konkobo Rovial. Oui, bonjour. Alors, votre histoire, ça s'est passé d'abord à la télévision, à l'occasion de TH. Vous étiez en classe de première? J'étais en seconde. Vous étiez en classe de seconde. En seconde. Vous aviez quoi comme moyenne? J'ai eu 15,96. Alors, 15,96. Alors, c'était quoi? C'était une seconde A, une seconde C? Non, c'était la seconde C. La seconde C. Oui. Alors, pour tous ceux qui savent, hein, 15,80 en seconde C, ça touche l'excellence. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Dans la salle, bon, j'étais le meilleur élève. Oui. C'était pas pour une seule année, puisque j'étais le meilleur élève depuis, j'étais le premier de ma classe depuis la 6e jusqu'à la seconde. Ah ouais, lui, c'était... Et puis ça a été le cas jusqu'à ce que je quitte l'établissement. Waouh, applaudissements pour lui. Et donc, vous faites ce témoignage, vous dites que Eddy, M. Kombouego est votre référence, c'est votre modèle. Vous voulez un peu cheminer sur cette face.
J'ai été sélectionné, c'était en 2012-2013, quand je faisais ma seconde C, par l'émission TH, comme le meilleur élève qui devait représenter la région du Nord. Et on m'a demandé de choisir une personnalité de rêve. C'est en ce moment que j'ai choisi Eddie Combero, qui a accepté de me recevoir. Et dès lors, en plus de s'arrêter à l'émission, il a effectué un déplacement jusqu'à Yako pour voir ma famille, pour s'imprégner dans quelles conditions je travaille. Et alors? Et comme vous le connaissez, c'est un monsieur qui est simple. Ce qui a permis le contact avec lui, on a gardé le contact jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Il est bien vrai qu'en ce moment, j'étais déjà un bon élève, mais le fait de rencontrer a été vraiment une motivation pour moi. Et je peux vous le dire que dès sa rencontre, j'ai eu une grande motivation. Mes moyens n'ont fait que s'augmenter. Et je pense que son apport a été vraiment bénéfique. D'abord, le fait de le rencontrer, sans compter tout ce qu'il a fait pour moi. Vous avez le bac, vous venez donc à Ouagadougou et vous choisissez quelle faculté? La médecine. La médecine. Oui. À partir de cet instant, qu'est-ce qu'il décide de faire pour vous? Bon, je vais vous dire comment ça a commencé dès lors quand je l'ai rencontré. On est pris par le temps, allons rapidement. Comme vous dites, dès lors que je l'ai rencontré, il m'a dit une phrase que je retiens toujours, que je vais te donner ce qui est nécessaire pour tes études. D'accord, approche le micro. Ok. Donc, dès ce jour, dès ta première rencontre, il m'a dit qu'il va me trouver pour un ordinateur. Et c'est là que c'était à ma seconde, j'ai reçu mon tout premier ordinateur. Un ordinateur même que je tiens toujours, je l'ai toujours à la maison. Après cela, quand j'ai eu mon bac, je me suis inscrit en médecine. Il continue toujours de tenir sa promesse. Il me dit, ce qu'il te faut, je vais te trouver un logement confortable, proche de l'université où je suis actuellement. Et il a fait? Il a fait. Et là, vous êtes en quelle année en ce moment? Je viens de finir ma 4e année, bientôt je vais commencer la 5e. Donc ça fait 4 ans qu'il vous prend en charge, logé, nourri, blanchi. Oui. C'est ça qu'on veut entendre. Quand on parlait de ce que ces modèles de réussite peuvent avoir comme impact, peuvent insuffler, peuvent apporter comme aide, des fois l'aide peut être directe, au plan financier, mais des fois aussi mentalement, ça booste un certain nombre de jeunes. Mais avec Eddie et vous, c'était les deux à la fois. Je pense qu'il est devenu pour moi comme un père. Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est évident. Hein? On va permettre à nos chroniqueurs de terminer cette émission avec quelques questions. Monsieur Hervé, on l'a. Oui, je voudrais revenir, vous avez évoqué tout à l'heure avec lors des questions directes, vos rapports avec Blaise Compaoré, l'ancien président. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Vous allez souvent le voir? Tout à fait. Comment se porte-t-il? Il se porte très bien. Ok. Ma deuxième question concerne justement la diaspora. C'est une question qui est pertinente pour moi. Vous avez certainement au niveau de la section du CDP, au niveau de la diaspora, qui ne vous gobe pas. Il n'y a pas de rapport avec les militants, notamment de la France. On vous traite parfois d'une personnalité très hautaine. Vous êtes allé dernièrement en France faire un meeting où justement les différents membres de ce parti ne vous ont pas suivi. Quels sont vos rapports donc justement avec la diaspora, notamment française, concernant le CDP? Je n'ai jamais fait de meeting en France avec mes militants. Voyez-vous? C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous recueillez vos informations dans les cabarets. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Vous avez fait dernièrement une sortie médiatique en France, sans justement votre secrétaire général. Et moi, j'ai eu justement certains de vos membres qui m'ont appelé hier et avant-hier
justement, il se plaint justement de votre comportement. Quand vous arrivez en France, vous ne les côtoyez pas, vous faites justement vos rencontres seuls avec d'autres personnes. C'est exactement ce qu'on m'a dit pas plus tard qu'hier. D'accord. Vous savez, lorsqu'on va en France, c'est pas parce qu'il dit que moi, il est président du parti, et chaque fois qu'il se déplace, il doit informer son SG. Je peux aller pour des missions personnelles, je peux aller pour des communications, je peux arriver pour des missions personnelles, et la presse va m'interpeller. Parce qu'on sait qu'il dit comme moi, à partir du moment où vous traversez l'aéroport de Paris, on sait que le président du CDP est là. Il y a des moments sur lesquels je suis disponible, je les invite, nous échangeons, mais je ne me cantonne pas à la volonté de Paris sortir. Mais quel que soit le problème, je suis un président du parti. J'ai une vie après le parti. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une obligation pour moi de requérir son avis pour faire ce que je suis en train de faire. Donc, Monsieur, voilà un peu. Donc il y a des biscuits à votre, vous avez des biscuits à votre secrétaire général. Pas du tout. Hervé, nous sommes pris par le temps. Pas du tout. On va faire voir deux images. Nous sommes allés interviewer des gens qui sont de votre cercle familial, votre grand frère, qui lui est un expert en communication. Nous avons aussi rencontré madame pour lui demander est-ce que le choix de son mari de faire de la politique n'est pas pesant. Est-ce qu'elle vous y encourage véritablement et quel message, dans le fond, elle avait à vous adresser? On peut suivre plutôt la première vidéo. Sur le plan humain, il est non seulement accessible, mais il est également sensible. Sensible aux questions des autres, sensible aux questions sociales, sensible au sort de ceux qui sont défavorisés. Il a toujours été généreux. Je vous disais tantôt que même déjà à notre plus jeune âge, il était tout le temps entouré. Quand nous étions plus jeunes, lui, sa moto qu'il avait était partagée avec tous ses copains. Il pouvait passer une semaine sans sa moto. Il pouvait même la troquer contre une plus vieille parce que son ami avait besoin de celle que lui, il avait. Et que donc, pour moi, non, c'est pas étonnant. Il a toujours fait ça. Il aime ça. Et il a commencé ça avant d'être politiquement engagé, enfin, ou du moins politiquement affiché. Et il le faisait sans calcul. Il est très généreux. Je l'ai toujours connu comme ça. Maintenant, s'il en fait plus pour la politique, pourquoi pas. Mais réellement, il est généreux. Il a, je ne sais pas s'il vous l'a dit lui-même, depuis qu'il enseigne à l'université, il donne ses honoraires à la chorale de Saint-Camille. Et ils ont chanté à notre mariage. Il a été tellement ému et tout le monde l'a remarqué. Il est très sensible, il est très généreux. Après les événements de 2014 qui ont vu notre parti déchu du pouvoir, nous avons effectivement tenté de relever le parti. Il faisait partie de ceux-là qui ont œuvré de façon assez courageuse, disons même de façon très courageuse, à relever le parti. Et nous nous sommes donc retrouvés la première fois dans la concurrence d'abord, parce qu'au congrès de 2015, pour relever le parti, j'étais candidat à la présidence du parti tout comme lui et un autre camarade. Et à ce moment, nous nous sommes appréciés et nous avons de façon consensuelle convenu de laisser le président Eddy prendre le devant dans la mesure où il y avait un certain nombre de dispositions qui étaient importantes à prendre à l'époque. L'ayant côtoyé, ayant travaillé avec lui, j'ai compris effectivement que c'est un cadre du parti qui a de la valeur et qui a des compétences et qui a même une vision très claire de la plupart des questions qui se posent politiquement à nous. À l'université, bon, il militait déjà dans des mouvements politiques estudiantins. Et donc, moi, ça, ce n'est pas étonnant. Et on a toujours été baigné dans une ambiance de pensée libre au niveau de la famille et chacun exprimait ses points de vue. Et donc, les débats étaient bien riches, bien nourris, de tous bords.
Et donc moi, c'est pas étonnant. Surtout quand je sais qu'il a toujours été un homme qui aimait beaucoup la compagnie, qui aimait beaucoup s'organiser autour de beaucoup de personnes, de toute la famille. Il fait partie, entre autres, de ceux qui aiment bien s'entourer, être avec d'autres personnes. Et je me dis que quand on fait de la politique et qu'on n'a pas envie d'être entouré, on ne peut pas réussir. Donc, c'était déjà des éléments. Et je pense même que le fait d'avoir embrassé le métier d'expert comptable peut l'avoir, même, donner un coup d'accélérateur justement à cette ambition. Parce que quand on est expert comptable, je n'en sais pas beaucoup plus que lui, peut-être saurait mieux l'expliquer, mais je me dis qu'on voit des choses, on voit un peu la vie des sociétés qui sont quand même le poumon économique de notre pays. Il voit la vie de l'entreprise, que ce soit l'entreprise publique ou l'entreprise privée, et il voit que l'ensemble, la synergie de l'ensemble de ces choses-là peut donner un certain résultat qui peut être apprécié d'une façon ou d'une autre, et donc il peut avoir envie d'avoir une influence sur le cours des choses. Ta politique, c'est une passion pour lui, et donc on l'accompagne. On l'accompagne, même si on n'est pas très politique, on le soutient. Malgré ses activités politiques, ça ne nous empêche pas de mener moi mes activités professionnelles. Et puis, on arrive quand même à passer du temps ensemble, des moments agréables ensemble. Donc, c'est pas très pesant. Bon courage. Écoute, dans tous les cas, ton choix est ton choix. Nous le respectons, nous le respecterons. Et donc, bon vent et que le Burkina y gagne. Alors, Eddy, je te fais confiance. Je te soutiens. Et sache que je t'aime très fort. Réaction très rapide sur ces éléments qu'on vient de voir, M. Komboigo. Non, je crois que c'est 3 personnes qui me connaissent suffisamment. Et ils savent que je suis émotif, c'est vrai. Mon épouse, je vous ai dit, elle-même, donc c'est pas la peine d'essayer. Pour mon collègue Achille Tapsova, je crois qu'il me connaît suffisamment. C'est une personne qui travaille énormément malgré son âge, qui a une volonté de transférer le pouvoir aux jeunes, qui sait encadrer et qui écoute, qui sait transcender toute vexation en politique. Pour lui, ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je profite de lui dire merci. La note de l'invité, c'est maintenant avec les étudiants de l'USTA. Je remercie M. Komboigo pour avoir accepté de partager son parcours avec nous. Ce fut un café vraiment délicieux et enrichissant pour nous étudiants. En plus de cela, il est resté très calme tout au long de l'émission et il a répondu de façon très précise aux questions. Sur ce, je lui donne la note de 9 sur 10. La note de 9 sur 10. Oui. Merci. Monsieur Rapananam Henri, bonjour. Ah ouais. Bonjour. Je pense que nous repartons avec plein d'enseignements qui vont nous servir durant notre parcours. Et je lui donne la note de 8. Voilà, par rapport à son calme olympien et à la franchise avec laquelle il a répondu aux questions. Merci à vous et bon vent pour la suite. Monsieur, merci. Alors, monsieur Yonaba, dites-nous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission? Le café, comme on a l'habitude de le suivre de nos jours, est très enrichissant parce que ce sont des invités de grandes marques qui racontent leur parcours. Étant un homme fixant haut ses objectifs et sans limite, comme il me le semble, je lui donne la note de 7 sur 10. La note de 7 sur 10. Oui. On passe de 9 à 8 à 7. J'espère qu'on n'aura pas un 5. Non. D'accord. Bon. Merci. Applaudissements pour vous. Voici monsieur... voici mademoiselle Princesse. Bonjour Princesse. Bonjour Papus. Bienvenue au Grand Café. Merci. Et dites-nous tout
de ce que vous avez entendu et suivi. J'ai beaucoup apprécié les réponses à M. Komboigo parce que j'ai trouvé que ses réponses étaient franches, précises et j'ai remarqué qu'il donnait toujours des messages à la jeunesse burkinabé. J'ai donné la note de 9 sur 10. La cour est remontée. Merci, mademoiselle. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Alors, comment on vous présente? Bon, moi, je me nomme Somlari Guy Marius, étudiant en finance comptabilité, première année, à IST Tampoui. Alors, pour vous qui êtes en première année, quelles sont vos ambitions? Et quand vous écoutez quelqu'un comme M. Eddy Komboigo, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, ça nous inspire vraiment du courage, puisque ça nous permet de voir où nous voulons aller. Oui. Le fait qu'il a parlé que c'est un BP1 qu'il a su que la comptabilité, ce que c'est que la comptabilité, bon, je peux dire que je suis aussi sur ce même contexte. D'accord. Puisque après mon BPC, j'ai eu l'entrée en seconde. Arrivé mon directeur, M. Tarou, il m'a dit, soit je fais BP1, soit je fais secrétaire comptable. Bon, j'ai préféré faire la comptabilité parce que c'était plus masculin. Ouais, voyez. Donc, c'est le prochain Eddy Komboigo qu'on voit là. Voilà. Alors, en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils qu'il nous a donnés. Ouais. Vraiment, nous sommes fiers d'être ces enfants. J'espère que vous voulez aller jusqu'à l'expertise comptable. Ça, c'est sûr. Monsieur. Merci, cher ami. Merci. Et pour boucler la note de l'invité, c'est avec Mademoiselle Ouattara. Mademoiselle Ouattara, l'invité est là, il vous écoute. Je suis très fière de M. Komboigo ici présent parce qu'il n'a utilisé aucun joker, c'est-à-dire qu'il n'a esquivé aucune question. Il a répondu avec franchise et avec tact. Il a su répondre à toutes les questions posées avec une certaine spontanéité. Et je pense aussi que tous les étudiants ici présents partiront avec un enseignement qui est le fait que on peut partir de très bas et arriver très haut. Et pour cela, je lui donne la note de 9. Mademoiselle, dans quelle filière? Je suis en deuxième année de pharmacie à l'université Saint-Thomas d'Aquin. Saint-Thomas d'Aquin. Merci, merci mademoiselle. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Monsieur Komboigo, nous sommes dans le dernier virage de cette émission et en aparté, on avait échangé. Vous avez souhaité dire un mot quand même sur le concept de la réconciliation nationale, parce qu'on sait bien que ce pays est à un tournant et qu'il est bon que les fils et les filles, comme l'expression le dit, se parlent et regardent dans la même direction. Le message de M. Komboigo. Non, avant d'arriver là, je voudrais quand même réagir. Vous savez, je suis très émotif. Pour ce qui concerne la famille, lorsqu'on touche ma famille, je deviens très faible. Vous m'excuserez pour ce qui s'est passé, mais c'est ma personne comme ça, vous voyez. J'ai pris des engagements auprès de mon père que rien n'arrive à ma famille. En 2003, sur son lit de l'hôpital, et je me bats pour cela. Et pour tout ce qui est, j'aime la famille et je demande à tout un chacun d'aimer sa famille. Voilà, c'est ça qui fait que chaque fois que j'entends ma famille parler de moi-même, ça me met dans un état assez spécial. Pour ce qui concerne la réconciliation, vous avez si bien dit, nous n'avons pas le choix.
Nous ne pouvons pas cultiver, amener les filles et les fils du Burkina à cultiver la haine. Il faut à un moment donné arrêter. Ce qui s'est passé au Burkina, j'aurais dit même c'est rien par rapport à ce qui s'est passé dans d'autres pays où il y a eu des massacres entre eux. Mais ils ont pu transcender les blessures pour reconstruire leur pays. Et c'est ce que je demande à tout un chacun. Je demande aux Burkinabés de transcender les blessures. Je vous dis, pour ce qui me concerne, je ne pense pas que j'ai fauté en voulant aller voter une loi. Parce que j'étais voté pour voter des lois. Mais l'énigme qui reste, c'est qu'on n'aurait jamais su, et jusqu'à la fin du monde, quelle aurait été l'issue de ce vote. Donc, il est temps, il y a eu beaucoup de violence en 2014. Beaucoup de violence. Des gens ont perdu la vie et je m'incline sur leur mémoire. Les gens ont cru à un changement qualitatif, ils sont déçus aujourd'hui. Mais il faudrait qu'il y ait une réconciliation. Notre pays est en proie de violences atroces. Des braves paysans qui ont sémé, labouré, sémé, cultivé, s'attendaient à récolter. Dans le nord, dans le Sahel, à l'est, n'ont pas pu. Des braves paysans qui ont mis des décennies à garder un cheptel sont vus arracher un jour ou l'autre. Plus de 700 000 personnes sont déplacées. Nous avons une responsabilité pour l'avenir de notre nation. Et cela commence d'abord à ce que nous fassions la paix des cœurs, la réconciliation sérieuse. Que nous ne cherchions pas à nous venger, parce que la vengeance n'est pas la justice. Nous allons rentrer dans un cycle infernal de vengeance. Et que nous donnions main dans la main, que nous disions la vérité et que nous nous pardonnions tous pour que l'intérêt supérieur de la nation soit préservé et la paix revienne aux façons. Ce qui se passe dans le Sahel et ailleurs avec les terroristes est davantage grave. Il faut savoir prévenir et anticiper. Parce que près de 300 000 personnes, enfants, ont quitté l'école. Des enfants ont vu leurs parents abattre froidement. Ils ne sont pas pris en soin psychologiquement. Qu'est-ce qu'ils seront dans 10, 20 ans? Il faudrait que l'on anticipe. Et cela passe d'abord par nous, l'exemple que l'on a donné, le pardon et reconstruire notre pays en amenant la paix. Je vous remercie, monsieur Eddy. Et c'est vous qui avez évidemment le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission pour conclure? Je vous donne tous 10 sur 10. Mesdames et messieurs, c'était le café avec monsieur Eddy Kombouego. Vous avez été formidable. L'IST et l'USTA, bien sûr. Samedi prochain, un autre café, un autre invité. Applaudissements pour vous. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Café. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.